Nous avons envie de croire qu'il y a une raison à tout, que tout ce qui nous entoure peut être expliqué, y compris les phénomènes les plus étranges et les plus surprenants. Mais certaines choses dépassent pourtant notre entendement. Est-ce bizarre ou pas? Les mondes parallèles sont-ils une réalité? Dans l'État de New York, une femme est confrontée à une ombre mystérieuse d'apparence humaine. Est-ce un être venu d'une autre dimension? Ce n'était vraiment pas rassurant. Dans le New Jersey, un enfant est à la merci d'une étrange machine. Tout à coup, on a traversé le champ énergétique. Qui le propulse dans un autre monde. La téléportation est-elle possible? Au Mexique, un explorateur met au jour un étrange crâne de cristal. Peut-il ouvrir un passage vers un autre univers? Bizarre ou pas? Rosemary Guiley est écrivain. En octobre 2010, elle décide de faire une randonnée dans le parc de Feinstock, dans l'État de New York, aux États-Unis. J'étais partie toute seule, ce qui n'est pas la meilleure chose à faire. Je n'ai rencontré aucun autre randonneur. J'ai décidé de me rendre à ce qu'on appelle la Chambre du Roi. La Chambre du Roi est l'une des quelques ruines mystérieuses qui se trouvent dans le parc. Personne ne sait qui les a construites, ni dans quel but. Beaucoup de ceux qui s'y rendent vivent une expérience paranormale. Pour certains, elles ont été bâties par les Amérindiens. D'autres y voient la main des colons européens. Et d'autres encore les attribuent à des druides de l'Antiquité. Mais rien n'est sûr. Quand Rosemary pénètre dans les ruines, elle dit éprouver une étrange sensation. Je sentais une présence insolite, comme si j'étais épiée par quelqu'un ou que quelque chose d'inhabituel allait se passer. Malgré son appréhension, Rosemary reste sur les lieux. Mais elle regrette vite de ne pas être partie. J'ai vu une forme sombre qui évoluait entre les arbres face à moi. Ce n'était vraiment pas rassurant. C'était une silhouette élancée qui faisait penser à celle d'un humain. Elle était d'un noir encre. Ses contours étaient flous et ses jambes laissaient une traînée derrière elle. Elle n'avait pas de visage, pas d'yeux, mais je sentais qu'elle m'observait. J'en avais froid dans le dos. Rosemary est-elle victime de son imagination ou a-t-elle affaire à un être mystérieux qui rôde dans la chambre du roi? Ce n'était pas qu'une apparition. Je savais que ça venait d'un autre monde. De quoi s'agit-il? Rosemary préfère ne pas la prendre à ses dépens. C'était comme dans ces films d'épouvante. Quand une petite voix dit au héros « Va-t'en, pars d'ici en vitesse ». Qu'a donc vu Rosemary? Cette ombre est-elle une menace ou la vérité est-elle plus sinistre encore? Il ne s'agit pourtant pas d'un cas isolé. Des centaines de témoignages font état de rencontres avec des créatures transparentes à forme humaine. On les appelle les créatures de l'ombre. Mais qui sont-elles? Rosemary a une théorie stupéfiante. Les créatures de l'ombre viennent de mondes parallèles qui interfèrent avec le nôtre. On ne peut voir les habitants d'une autre dimension que si les circonstances s'y prêtent. Les créatures de l'ombre sont-ils des intrus venus d'un monde parallèle? Dans ce cas, comment sont-ils arrivés jusqu'à nous? Et dans quel but? Christopher French est psychologue. D'après lui, l'explication est très simple.
Les créatures de l'ombre ne sont que des ombres. Les témoignages parlent de déplacements très rapides d'un endroit à un autre. Ça me fait beaucoup penser à la manière dont bougent les ombres. Ces créatures ne seraient-elles que des ombres portées? Mais pourquoi se rapprochent-elles autant de silhouettes humaines? French y voit la manifestation d'un phénomène appelé pareidolie. La pareidolie consiste à identifier des formes humaines dans ce qui ne sont en réalité que des stimuli visuels informes. Il est arrivé à tout le monde de voir des visages sur un motif de papier peint ou des silhouettes d'animaux dans les nuages. Il y a des gens qui ont reconnu le visage du Christ dans des plats de spaghettis, des petits pains à la cannelle, des tartines grillées. Il s'agit de motifs plus ou moins aléatoires sur lesquels on projette une signification. Les créatures de l'ombre sont observées dans un certain type d'endroits, comme les forêts ou les grottes, là où les reliefs naturels projettent des ombres hétéroclites. Ça crée typiquement le genre de forme abstraite qu'on peut vouloir interpréter comme des formes familières. L'atmosphère de certains lieux joue sûrement un rôle, dans le sens où elle peut nous rendre nerveux. Si on est dans une grotte, avec une voûte très haute, on peut se sentir préoccupé par les menaces qui se cachent dans ces recoins. C'est notre instinct de survie ancestrale qui ressort dans ce genre de situation. On est plus attentif aux dangers éventuels dans certains endroits que dans d'autres. Mais pourquoi tant de témoins affirment se sentir menacés par les créatures de l'ombre? Si autant de gens considèrent ces présences comme menaçantes, ça tient à l'évolution de notre espèce. C'est l'évolution qui a conditionné notre système cognitif à identifier les menaces présentes dans notre environnement. Si on croit qu'une forme peut être interprétée comme un danger potentiel, il vaut mieux surévaluer cette menace et se tirer d'un mauvais pas éventuel que prendre des risques inutiles. Imaginez deux hommes préhistoriques qui croient voir un tigre à dents de sabre dans un buisson. Et il y en a un qui décide très vite qu'il a vu un tigre et qui s'enfuit. L'autre reste sur place en se demandant ce qu'il a vu et se fait manger. C'est le premier qui transmet ses gènes, car l'évolution est dictée par la survie. Est-ce notre instinct de survie qui nous fait prendre des ombres pour des créatures redoutables? Il est très courant que des gens parfaitement sains d'esprit voient des choses qui n'existent pas. Il y a des zones du cerveau conditionnées pour reconnaître les silhouettes et les visages humains, qui sont parfois stimulées par de simples images d'ombre. Les créatures des ombres ne sont-elles que des ombres? Rosemary Gailey n'en croit rien. Je sais que je n'ai pas imaginé ce que j'ai vu. C'était une silhouette noire qui passait entre les arbres. Qui sont donc ces créatures des ombres? Et d'où viennent-elles? Un homme pense avoir la réponse. Ils font partie d'une espèce antérieure aux humains. Ils sont dans une dimension proche de la nôtre. Une femme est confrontée à une ombre mystérieuse d'apparence humaine. S'agit-il d'une illusion ou d'un être venu d'un monde parallèle? Philippe Imbrogno est enquêteur paranormal. Pour lui, la réponse est évidente. D'après les observations de créatures des ombres que j'ai étudiées, ce sont des êtres interdimensionnels, doués d'intelligence, qui font partie d'une espèce antérieure aux humains. Ils sont dans une dimension proche de la nôtre.
Cette théorie ébouriffante soulève une grosse interrogation. Comment savoir si les univers parallèles existent réellement? Imbrogno pense que la réponse tient à la force de gravitation et à l'un de ses agents, le graviton. Les gravitons sont des particules théoriques qui maintiennent l'univers en place. Ils s'inscrivent dans la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Une question a laissé les scientifiques perplexes pendant des siècles. Pourquoi la gravité est-elle la force la plus faible dans l'univers? En théorie, ça devrait être la plus forte. Mais non. La particule responsable de la gravité a été baptisée graviton. Les gravitons traversent les dimensions comme des ondes. Elles exercent une attraction comme un champ magnétique. La force de gravité que le Soleil exerce sur la Terre devrait la désintégrer. Mais ce n'est pas le cas. Si tous ces gravitons émis par le Soleil étaient dispersés entre de multiples dimensions avant de nous atteindre, ça pourrait confirmer l'existence d'univers parallèles. Reprenons pas à pas le raisonnement d'Imbrogno. Selon lui, la gravité exercée par le Soleil sur la Terre est faible parce qu'une partie de cette force est envoyée vers des dimensions parallèles, peuplées de créatures des ombres. Cette théorie est pour le moins déconcertante. Mais si ces mondes parallèles existent réellement, comment les créatures des ombres parviennent-elles jusqu'à nous? Elles comprennent sans doute mieux que nous le fonctionnement des gravitons. Leur technologie a des milliers d'années d'avance sur la nôtre. Ils ont peut-être compris comment concentrer les gravitons en un point précis pour ouvrir un portail dimensionnel vers notre monde. Imbrogno promet d'avoir bientôt les preuves scientifiques pour étayer sa théorie. Un tel portail laisserait passer les gravitons d'une dimension à l'autre. Cet échange de gravitons pouvant être mesuré, j'essaie de mettre au point un système permettant de détecter de fortes concentrations de gravitons, afin de prévoir où et quand se manifesteront les créatures de l'ombre. Les créatures de l'ombre utilisent-elles la gravité pour ouvrir des portails dimensionnels? Mais si oui, dans quel but? Leurs intentions dépendent du groupe de créatures dont il s'agit. Elles peuvent être variées. Je ne crois pas qu'elles se soient toutes concertées. Il doit y avoir des sortes de clans ou de groupes. Chaque groupe peut avoir un but bien spécifique. Je pense que l'objectif principal de ces incursions des créatures des ombres est de nous observer, pour en apprendre autant que possible à notre sujet. Cette idée est assez préoccupante. Beaucoup d'invasions commencent par une collecte d'informations sur la cible choisie. Certaines personnes pensent que c'est ce qui est en train de se passer. Je préfère penser qu'ils viennent de nous découvrir et que notre curiosité envers eux est réciproque. Peut-être que dans un avenir proche, ils voudront entrer en contact et coexister avec les voisins que nous sommes. Ils sont comme ce voisin qui vit derrière une immense palissade et qu'on ne voit presque jamais. On veut en savoir plus sur lui, mais on ne peut pas l'espionner. Mais peut-être qu'un jour, ce voisin va venir nous dire « Ça fait des années que j'entends votre voix. J'aimerais qu'on se connaisse mieux. »
Rosemary Gailey a-t-elle rencontré une créature de l'ombre? Une invasion interdimensionnelle est-elle imminente? Avons-nous de bonnes raisons d'avoir peur? Ou bien ne s'agit-il que d'une illusion d'optique? Bizarre ou pas? Nous sommes dans les années 60 dans une banlieue du New Jersey aux États-Unis. Andrew Basiago, un enfant de 6 ans, s'apprête à vivre la plus folle journée de sa vie. Mon père a dit à ma mère, « Chérie, j'emmène Andy à la quincaillerie. » En fait, il m'a conduit à l'ancienne base aéronautique de Woodridge, un complexe d'expérimentation militaire datant de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'ils arrivent sur les lieux, Andrew se demande pourquoi son père l'amène là. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le père d'Andrew le conduit jusqu'à une pièce dérobée. Ce qui se trouve à l'intérieur ne ressemble à rien de ce qu'il a vu. C'était très étrange. Il y avait essentiellement 2 arceaux de 2,50 m de diamètre, situés à 3 mètres l'un de l'autre. La machine dépasse l'entendement d'Andrew. Son père a cependant l'air de savoir parfaitement à quoi s'en tenir. Mais à quoi sert cette installation? Mon père a demandé à un technicien de l'allumer. Sous les yeux d'Andrew, les arceaux se mettent à tourner, générant un étrange flux énergétique. On aurait dit de l'eau coulant d'une fontaine. C'était très beau, comme un champ de force scintillant. Alors que le champ énergétique gagne en puissance, le père d'Andrew fait une chose incroyable. Il demande à son fils de lui donner la main. Ce qui se passe ensuite défie l'imagination. On a compté jusqu'à 3, et tout à coup, on a traversé le champ énergétique. J'avais l'impression de bouger. Il y avait une lumière au loin qui se rapprochait de plus en plus vite. Quand elle nous a atteints, nous étions ailleurs dans le pays. Mon père ne m'a pas dit où on allait. On a parcouru 3200 km à travers l'espace-temps dans un vortex qui nous a conduits face au Parlement du Nouveau-Mexique. Ce témoignage est surprenant. 2 humains se seraient-ils déplacés en quelques instants du New Jersey au Nouveau-Mexique? Qu'est-il arrivé à Andrew et à son père? Ce récit n'est-il que le fruit de l'imagination d'un enfant de 6 ans? Basiago ne voit qu'une seule réponse. Je crois que je me suis téléporté. C'est un peu comme traverser un tunnel automobile à 15 000 km/h sans personne sur la route. On s'est déplacé physiquement dans un vortex de l'espace-temps. Le père d'Andrew a-t-il mis au point la première machine à téléportation? Si c'est le cas, que compte-t-il en faire? Frank Basiago n'est pas un papa comme les autres. Durant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se disputent la suprématie militaire. Frank dirige une équipe de scientifiques qui mène des recherches top secrètes sur la téléportation. Mais pourquoi choisit-il son fils comme cobaye? Mon père s'est sûrement téléporté avec moi pour montrer que s'il osait emmener son fils, la machine ne présentait aucun danger pour quiconque. J'étais comme un enfant embarqué sur une caravelle de Christophe Colomb, comme un assistant des frères Wright ou de Thomas Edison. Suite au succès de leur téléportation, Frank Basiago considère que son invention est trop importante pour la garder secrète. Il veut la rendre publique. Mais l'armée américaine s'y oppose. Malheureusement, la machine à téléportation américaine est restée secrète jusqu'à ce jour. 40 ans plus tard, Andrew n'a qu'une idée en tête. Pour lui, la téléportation est une invention cruciale, dont tout un chacun devrait pouvoir bénéficier.
Je veux faire éclater la vérité. Le gouvernement américain doit lever le secret sur la téléportation qui relierait entre elles toutes les grandes villes du monde. J'ai l'obligation morale de raconter mon expérience et de dire la vérité sur ce qui a été un tournant décisif dans l'histoire des sciences appliquées. C'est à ce moment que l'humanité a découvert le voyage spatio-temporel. Je témoigne parce que j'ai le devoir historique d'informer mes contemporains. La téléportation, qui est apparue à la fin des années 60, pourrait nous aider à résoudre la crise environnementale et technologique. J'ai l'espoir que la mise en application de la téléportation permette d'aider l'humanité dans le siècle à venir. Frank Basiago a-t-il inventé une machine permettant de voyager instantanément à l'autre bout du monde ou même vers d'autres dimensions? La téléportation est-elle possible? Un homme pense le contraire. Je ne voudrais pas être le premier à être téléporté. J'aurais peur de finir en Picasso. Un enfant entré dans une machine à téléportation franchit des milliers de kilomètres en quelques secondes. Peut-on réellement téléporter des humains? Raymond Laflamme est physicien. Pour lui, la téléportation appliquée au corps humain est un fantasme. Les lois de la physique sont moins souples que l'imagination des hommes. Quand on pense à la téléportation, on imagine ça comme dans Star Trek. Scotty, téléporte-moi. Une personne est désintégrée à un endroit avant de réapparaître sur une station spatiale. Tout ça relève de la science-fiction. Mais si Laflamme récuse l'idée de téléportation humaine, rien ne s'oppose selon lui à d'autres types de téléportation. Il a même été l'un des premiers scientifiques à la mettre en pratique. Ce n'est pas de la matière qu'on téléporte d'un point à un autre, mais des informations. Mais en quoi est-ce différent de l'envoi d'un simple email? Quand on envoie un email ou qu'on téléphone avec un portable, l'information part de l'émetteur et traverse physiquement l'espace la séparant du récepteur. À l'inverse, Laflamme parvient à transmettre une information à distance sans recours à aucun moyen de télécommunication. Ce qu'on a téléporté d'un point à un autre, c'est une particule élémentaire d'information quantique, un qubit. On l'a déjà fait par résonance magnétique, avec une information passant d'un atome, d'une molécule à une autre, mais aussi en optique. L'information quantique passe d'un photon à un autre, situé à quelques kilomètres, avant de revenir à son point de départ. On arrive à téléporter des informations jusqu'à quelques kilomètres de distance. On en est là à l'heure actuelle. Voici comment ça marche. Selon les lois de la physique quantique, deux particules minuscules séparées par une grande distance peuvent être connectées. En téléportation quantique, de telles particules peuvent littéralement être à deux endroits en même temps. Cette téléportation, c'est fascinant. En physique quantique, un élément semble disparaître à un endroit et réapparaître à un autre. Ça nous semble magique, car on n'y est pas habitué. Une fois qu'on aura mis en application la téléportation et l'intrication quantique, on trouvera peut-être ça très banal. Mais à nos yeux, c'est encore très étrange. Cette technologie pourrait servir très bientôt à communiquer instantanément avec des vaisseaux spatiaux même très éloignés ou à envoyer des messages confidentiels impossibles à intercepter. On commence à peine à comprendre le fonctionnement de la téléportation quantique. On peut donc téléporter des informations. Mais le récit d'Andrew Basiago signifie-t-il que cette technique est applicable aux humains? Laflamme en doute.
Il doit en savoir plus long que moi s'il a réussi à faire ça. Je ne voudrais pas être le premier à être téléporté. J'aurais peur de finir en Picasso. Si téléporter des humains est impossible, qu'est-il arrivé à Andrew Basiago? Son incroyable périple n'est-il que le fruit de son imagination d'enfant? Bruce Goldberg est hypnothérapeute. Il prend ce genre de témoignage très au sérieux. Il y a des cas documentés de téléportation vieux de plusieurs millénaires. Ce sont souvent des expériences mystiques, mais pas toujours. Je crois que la téléportation existe. Mais comment fonctionnerait-elle? Goldberg pense avoir la réponse. Se téléporter est très complexe. Au début, ça ressemble à une expérience hors du corps. On entend des bourdonnements ou on ressent des picotements. Beaucoup de gens entendent un bruit sec près de l'oreille gauche. Ils éprouvent ensuite un vertige, comme si leur corps se soulevait en tournoyant. Pendant que ceux qui se téléportent ressentent tout ça, les observateurs extérieurs voient soudain le sujet disparaître sous leurs yeux. Le sujet ressent donc cette ascension tournoyante durant la téléportation. Sa vue se réduit comme s'il regardait dans une serrure. La perspective est déformée. Puis, il arrive à destination. Les chatouillements, les bourdonnements et la sensation de vertige sont à la fois caractéristiques d'une téléportation et d'une expérience hors du corps. La téléportation se distingue par la vision réduite et bien sûr par le fait que le corps du sujet se déplace physiquement. J'ai découvert la téléportation avec des patients qui en ont fait l'expérience. L'un d'eux, un New-Yorkais, s'est retrouvé à Paris en un instant. Sa femme m'a confirmé qu'il avait disparu sous ses yeux. Elle ne savait pas où il était parti. Goldberg se montre tout d'abord sceptique. Je me suis documenté sur ces cas de téléportation. Ils concernent des gens équilibrés que je connais, ainsi que leur famille, et ils n'étaient pas drogués. En les interrogeant plus en détail, Goldberg s'aperçoit que ses patients font des descriptions très détaillées de leur téléportation, et qu'elles ont toutes un point commun. On traverse d'abord un genre de tunnel, et tout à coup on se retrouve ailleurs, face à des gens qui sont exactement comme nous. J'en ai même croisé que je connaissais. Les gens qu'il rencontre seraient en réalité des répliques d'eux-mêmes. Les similarités de ces récits amènent Goldberg à une étrange conclusion. Quand on se téléporte, on quitte cette dimension pour en rejoindre une autre. Des mondes parallèles existent en marge d'une autre, dans lesquels vous avez le même ADN que dans celui-ci. Les patients de Goldberg sont-ils aspirés dans une dimension parallèle ou sont-ils confrontés à leur sosie? Des répliques exactes de chacun d'entre nous peuplent-elles ces mondes parallèles? Avons-nous accès à ces réalités alternatives? Bruce Goldberg est convaincu que les possibilités sont à couper le souffle. Mettons qu'il y ait quelque chose dans votre vie auquel vous ne puissiez rien changer, comme une maladie incurable, un casier judiciaire ou une amputation. Il y a un monde parallèle où ces choses n'ont pas eu lieu. Plutôt que de se suicider ou de vivre mal, vous pouvez rejoindre une dimension où votre vie est bien meilleure. Mais s'il est si facile d'accéder à un monde parallèle, pourquoi tout le monde ne s'en sert-il pas? Les téléportations sont imprévisibles. Vous pouvez essayer 1000 fois et n'y parvenir qu'une ou deux, mais les progrès de la science permettront des téléportations assistées, que l'on pourra contrôler très simplement avec un résultat fiable. Une technologie de ce genre existerait-elle déjà? Le rêve de Frank Basiago serait-il une réalité? Je ne serais pas étonné qu'il y ait déjà une machine permettant de traverser un vortex pour être téléporté ailleurs. Avons-nous tous des sosies dans des dimensions parallèles?
Existe-t-il des machines capables de nous téléporter d'un monde à un autre? Le téléporteur de Scotty relève-t-il de la science et non de la fiction? Bizarre ou pas? En 1924, l'aventurier britannique Frederick Mitchell Hedges part explorer les trésors mayas d'un minuscule pays d'Amérique centrale, le Belize. Il y découvre ce que certains considèrent comme le plus important vestige archéologique jamais mis à jour. Une représentation d'un crâne humain en cristal. D'une finition remarquable, cet artefact vieux de 2000 ans laisse les scientifiques perplexes. Pour bon nombre d'entre eux, la technologie qui a permis de le réaliser n'existait pas plus à l'époque précolombienne qu'à l'époque moderne. Qui a donc sculpté ce crâne et comment? La réponse tient peut-être à une ancienne légende maya faisant référence à 13 crânes de cristal dotés de pouvoirs extraordinaires. Cette légende pourrait s'appuyer sur des faits réels. En 1994, 70 ans après la découverte du premier crâne, l'archéologue amateur Nick Nocerino en retrouve un second à Guerrero, au Mexique. Il est lui aussi magnifiquement taillé dans du cristal de roche. Kirby Seed est expert en roches et en cristaux. En 1995, le crâne de Guerrero passe entre ses mains. Il commence à l'examiner quand soudain, une chose étrange se produit. J'ai vu défiler des images de vie antérieure et des images de différentes versions de mon avenir que je pouvais atteindre. Ces images sont devenues des visions dans lesquelles se mouvaient des personnes et des objets, jusqu'au moment où j'ai intégré la réalité d'une de ces dimensions. Son énergie m'a semblé fusionner avec la mienne. Kirby prête bien d'autres pouvoirs au crâne de cristal. Le plus remarquable étant d'ouvrir les portes vers un autre monde. Ces crânes sont holographiques. Ils représentent tous les points de l'espace et du temps. La théorie des cordes dénombre 11 dimensions. Ces crânes donnent accès à celles que l'on ne voit pas. Les crânes de cristal ont-ils d'étranges pouvoirs capables de nous projeter dans d'autres dimensions? Une femme soutient une théorie différente. À mon avis, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Un homme pense que des crânes de cristal précolombiens permettent d'entrer en contact avec des mondes parallèles. Ces mystérieux artefacts ont-ils des pouvoirs occultes? À mon avis, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Jane Walsh est anthropologue à l'Institut Smithsonian de Washington. Selon elle, les crânes de cristal sont moins ésotériques qu'il n'y paraît. Après examen, j'ai conclu qu'aucun des crânes que j'ai eus en main n'est lié au Mexique précolombien. La plupart ont été créés pour tromper les collectionneurs. Jane a examiné 9 crânes de cristal, parmi lesquels celui découvert par Mitchell Hedges en 1924. Comme les crânes sont en cristal, on ne peut pas savoir quand ils ont été taillés. Mais Jane dispose d'un autre moyen pour en percer les secrets. Grâce à du silicone liquide, elle peut comprendre comment ils ont été faits. Le silicone se glisse dans la moindre aspérité de leur surface. Il relève la moindre marque de taille. Une fois sec, le silicone permet d'obtenir une réplique fidèle de la surface du crâne. À l'aide d'un microscope électronique, ces reliefs peuvent être agrandis plus de 10 millions de fois.
Des électrons touchent la surface de l'échantillon et renvoient des impulsions qui nous en donnent une image topographique. On ne pourrait pas avoir ce rendu des volumes et ce niveau de détail autrement. Un détail attire l'attention de Jane. Il prouve que les crânes de cristal ne sont pas aussi parfaits qu'ils en ont l'air. On reconnaît le bord circulaire d'un outil de fraisage. Si on avait creusé les orbites du crâne de manière traditionnelle, il n'y aurait pas cette marque. Non. C'est très net. On distingue tout le cercle. L'expertise de Jane est sans appel. Elle est convaincue que l'auteur des crânes a eu recours à des machines modernes. On connaît le genre d'outils dont se servaient les lapidaires précolombiens. Leur technique de taille était celle de l'âge de la pierre. Sur le crâne de Mitchell Hedge, on a retrouvé des traces de taille faites par un tout petit outil, du type d'une roulette de dentiste. Ce n'est pas un outil qu'un Maya ou un Aztèque aurait pu utiliser. Mais si ces crânes ne sont pas précolombiens, de quand datent-ils? Ils doivent dater de l'époque où ils sont entrés en circulation. Tous ont été taillés avec des outils très modernes. Les crânes de cristal ne sont-ils qu'un vaste canular? Le verdict du microscope suffit-il à réfuter les témoignages de ceux qui leur prêtent des pouvoirs surnaturels? J'adorerais qu'un archéologue sérieux retrouve un crâne authentique, mais je n'y crois pas trop. Les pouvoirs légendaires des 13 crânes de cristal sont-ils une simple fumisterie? Ou bien leur puissance dépasse-t-elle notre entendement? Kirby Seed aurait-il raison d'y voir un moyen d'accéder à d'autres dimensions? Joshua Shapiro est explorateur. Il pense non seulement que les crânes de cristal peuvent mener à des mondes parallèles, mais qu'ils nous ont été laissés par des visiteurs interdimensionnels. Je crois qu'il y a un lien entre ces crânes de cristal et des êtres intelligents venus d'univers parallèles. Ces êtres ont dû apporter ces crânes à l'humanité il y a très longtemps. Ce sont des outils censés nous aider à comprendre qui nous sommes, c'est-à-dire des esprits divins. Nous sommes tous des êtres divins. Mais lorsque nous nous incarnons en humains, nous oublions notre véritable identité. Ces êtres interdimensionnels ont essayé de nous rappeler nos origines à plusieurs moments de notre histoire. Nous sommes un certain nombre à penser que ces crânes leur servaient de catalyseur permettant notre éveil. Les crânes de cristal sont-ils venus d'un monde parallèle, il y a des milliers d'années? Mais comment aurait-il permis à ces êtres interdimensionnels de rentrer en contact avec les humains? Shapiro pense que la réponse se trouve dans le matériau utilisé. Les crânes peuvent servir de portail dimensionnel car ils sont en quartz, une roche capable d'exister simultanément dans de nombreuses dimensions. Les propriétés de ce cristal permettent de canaliser de l'énergie sur plusieurs fréquences différentes, ce qui en fait un outil idéal. Des cristaux de quartz qui entrent en résonance sur plusieurs dimensions différentes. Est-ce bien crédible? La résonance des cristaux est bel et bien utilisée depuis près d'un siècle, notamment en communication radio. On peut les laisser vibrer à certaines fréquences afin de capter une émission radio. Un crâne de cristal pourrait tout aussi bien servir de téléphone interdimensionnel.
Le cristal de quartz est l'un des matériaux les plus singuliers au monde. C'est d'autant plus intrigant qu'on lui ait donné la forme de crâne humain. Ces êtres interdimensionnels utilisent ces crânes pour communiquer avec nous. Les crânes de cristal sont-ils des messagers venus d'une autre dimension? Dans ce cas, quelle serait leur signification? Pour faire court, je dirais que ces crânes sont des miroirs et des catalyseurs pour l'humanité. Si on prenait conscience de toutes les choses fantastiques qui nous entourent, plutôt que de tout rationaliser, notre planète serait un endroit bien plus pacifique. On en apprendrait beaucoup sur nous-mêmes. On n'imagine pas combien ça pourrait nous aider. Les crânes de cristal émettent-ils des signaux électriques capables de nous faire entrevoir d'autres dimensions? Ou bien ne sont-ils que de vulgaires morceaux de pierre polie? Y a-t-il le moindre élément scientifique qui accrédite l'existence de portails dimensionnels? Le docteur Paul Stevenson étudie la physique de l'extrême à l'université du Surrey, au Royaume-Uni. L'idée d'un portail conduisant à un monde éloigné lui semble plausible. Ce genre de passage vers un autre univers pourrait théoriquement être présent dans un trou noir. Les astronomes pensent qu'au cœur d'un trou noir, la matière est concentrée en un point de masse infini, appelé singularité. Mais depuis peu émerge une nouvelle théorie. Il est concevable qu'il existe un portail menant d'un point de l'univers à un autre. Ce genre de passage est appelé trou de verre. Si un tunnel peut conduire vers d'autres endroits de notre univers, qu'en est-il des dimensions parallèles? Il n'est pas absurde de penser qu'on pourrait créer un trou de verre qui nous relie à un univers parallèle. D'après Paul, il est théoriquement possible de créer un passage vers une autre dimension. Mais personne n'a jamais rien vu de tel. Alors comment peut-il être aussi sûr de lui? Ce sont des déductions scientifiques basées sur les lois de la physique. Beaucoup de théories ont pu sembler fantaisistes à une époque donnée, avant de s'avérer vraies. Je ne sais pas si ce sera le cas pour les trous de verre, mais c'est une théorie rationnelle. Pourrions-nous ouvrir des portails vers des mondes parallèles et communiquer avec eux grâce à des crânes de cristal? Ou y aurait-il simplement moyen de nous y téléporter à notre gré? Des créatures des ombres venues d'une autre dimension sont-elles déjà parmi nous? Bizarre ou pas? Les mystères se suivent et les récits d'un univers parallèle ne se ressemblent pas. Dans l'État de New York, une femme est confrontée à une ombre mystérieuse d'apparence humaine. Est-elle venue d'une autre dimension? Dans le New Jersey, un enfant et son père parcourent des milliers de kilomètres en quelques instants grâce à une étrange machine. Se sont-ils téléportés dans un autre monde? Et au Mexique, un adolescent exhume un mystérieux crâne taillé dans du cristal. Permettrait-il d'accéder à un univers occulte? Ces récits prouvent-ils que les mondes parallèles existent? Pouvons-nous ignorer tous ces témoignages sincères? À vous de décider.